Alors, c'est bon. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conf sur l'importance des nombres premiers dans l'informatique et comment on peut optimiser nos algorithmes pour savoir si un nombre est premier ou pas. Alors, comme vous pouvez le voir, moi je m'appelle Jean-François Garot, donc c'est ma... Ah, mince, pardon. Voilà, pardon. Je disais, bienvenue donc dans cette conférence où on va revoir ensemble l'importance des nombres premiers dans l'informatique et voir comment on peut optimiser nos algorithmes pour savoir si un nombre est premier. Donc je suis bien Jean-François Garot, par contre, désolé, j'aurais dû mettre à jour, on n'est pas à Nantes, on n'est pas en juillet. Je suis bien Jean-François Garot, j'ai un bac S SPEMAT en Doug Mias, j'ai un diplôme SILR, j'ai le BAFA, je suis SB, j'ai des MTS, c'est des titres honorifiques que j'ai, je suis très content. J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés en informatique, ça fait bientôt 20 ans, en tant qu'ingénieur web pas mal de fois aussi, donc... Fun fact, j'aime jongler, pour ceux qui m'ont vu tout à l'heure, vous avez pu le constater. Et je parle dans pas mal de confs. Donc voici ce qu'on va voir ensemble pendant cette conférence. Allô ? Oui. Non mais je peux pas, là je suis en conf. Je te rappelle. Bisous. Donc je disais donc ça on a vu, ça c'est bon, ça. Et donc ensemble, on va voir donc l'introduction et pourquoi on doit s'intéresser à cette problématique compliquée que sont les nombres premiers. Donc l'objectif, c'est de revenir ensemble sur l'importance que représentent les nombres premiers d'une manière générale. Pour rappel, parce que c'est trivial, mais je préfère le rappeler quand même pour tout le monde, un nombre premier est un nombre dont le reste de la division par lui est 1 et uniquement par ses chiffres, et 0, 1 étant exclu. On en parle, parce que dans l'informatique, c'est souvent utilisé en cryptographie, parce que du coup, c'est des chiffres qui sont durs en termes de puissance de calcul, et donc c'est très utile. Cette présentation, elle s'adresse... Attends, vous auriez pu arriver à l'heure quand même. Elle s'adresse à des gens qui se posent des questions sur leur compréhension des nombres premiers. Voilà, donc ça c'était pour l'intro. Bonjour. Ça c'est les 1000 nombres premiers, 1000 premiers nombres premiers. Et je trouvais intéressant de partager avec vous des stats sur des nombres, parce que du coup on parle de chiffres. Donc, alors quand on parle de formules, il y a un truc hyper important, c'est la théorie du théorème de Wilson, bien évidemment, créée en 1964. Ah, pardon. Donc l'idée c'est pour connaître le nème nombre premier, il suffit d'ajouter 1 à la somme des chiffres allant de 1 à n au carré, le chiffre n divisé par la somme des cosinus entre 1 et i précédemment donné. Donc du cosinus de factoriel de j moins 1 plus 1 divisé par 1, le tout multiplié par pi, qu'on met au carré. Cette division est ensuite mise à la puissance 1 de n. C'est trivial. Si. C'est exactement ça. Est-ce que vous le saviez aussi ? Il existe un truc qui s'appelle les nombres probables premiers. Donc en fait, qui permet de calculer de façon plus rapidement si un nombre a de grandes chances d'être probablement premier. Et donc là-dessus, on a une base B, supposons 10. Si n est supérieur à 1 et que donc 10 puissance n moins 1 modulo n, ça fait 1,
alors dans ce cas-là, il y a de grandes chances que ce soit un nombre probable premier. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui m'amène justement à ce slide de code très important. Alors, c'est une classe Java qui compile. J'ai mis un truc qui compile, c'était important. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Voilà, cette partie-là. Voilà, ça c'est l'algorithme qui est intéressant. La partie de l'algo qui est intéressante parce que du coup, on peut voir que l'optimisation de le calcul des nombres probables premiers réside dans cette ligne-là, où on fait un décalage de bits vers 1, vers la droite à chaque fois, ce qui fait qu'on décrémente très très rapidement. Et c'est très performant. Voilà. En conclusion, donc les nombres premiers, on a vu, donc c'est pas simple. Pour autant, ça nécessite une grande puissance de calcul. C'est pour ça qu'on s'en sert en crypto. Mais si des fois on a besoin d'avoir quelque chose d'approximatif, on va utiliser les nombres probables premiers. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à remplir ce formulaire. Voilà. Ah, pardon. Et donc, je suis toujours Jean-François Garot. Ok, alors, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'aviez cramé, c'était pas une vraie conf. Mais cependant, ce qui est rigolo quand même, c'est que je suis quasiment certain que ce que j'ai montré dans cette presse, vous l'avez déjà vécu un grand nombre de fois. Et donc l'idée en fait de ce qu'on va voir ensemble maintenant, c'est de revenir un petit peu sur tous ces trucs que j'ai mis en place exprès, certes de façon un petit peu exagérée, mais on va voir ensemble comment on va améliorer ça. L'idée, vous allez voir, c'est pas de faire une presse qui est magnifique. Globalement, je suis pas extrêmement doué pour faire des slides beaux, mais je sais faire des slides et des présentations qui vont attirer votre attention. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble en fait. Et il y a tout un ensemble de trucs aussi que j'ai cachés là-dedans, y compris déjà mon magnifique bureau qui n'est pas mon bureau, qui était un fond d'écran pour ceux. Je vous laisse pour nos amis retardataires que vous avez pas eu la chance de voir mon magnifique bureau. En gros, ce que je veux dire, c'est que la réussite d'une presse commence aussi dès la préparation, très régulièrement. On va commencer dès l'aspect prépa, c'est pareil, j'ai mis Express T-shirt qui est tout sauf professionnel, spécialement pour vous aujourd'hui, parce que d'habitude, et je le fais bien, aujourd'hui, je viens en représentant, comme tout le monde en rigolait ce midi, justement, sur le fait que vous verrez tous les speakers aujourd'hui, quasiment, les speakers, ils représentent leur boîte. On fait attention à cet aspect image. Ça, c'est pareil, on va faire ça. Donc, on va du coup travailler son bureau. On va préparer normalement la configuration d'écran avant, en anticipation. Du coup, j'ai fait exprès de faire ça dès le début. Et puis, on va couper les notifications. Bien entendu. Vous en doutez bien. J'ai pas aller chercher le pain pour ce soir, ce sera mieux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc comme ça. On va aussi... Si possible, pendant la conférence, regardez son auditoire. Je pense que c'était assez embêtant pour vous. Je ne vous ai pas du tout regardé pendant ma presse. J'ai un peu marmonné. Alors, boire en soi, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que si on boit, on va éviter ça, c'est pas agréable. Le fait de boire en soi, dans l'absolu, n'est pas un problème. Parce qu'on va garder notre bouche hydratée. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que justement, on va être au contraire en capacité d'avoir une bonne diction. Donc voilà, du coup tous ces petits trucs-là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, commençons par mon magnifique titre qui était tout droit sorti d'une thèse, et on va voir petit à petit les différents trucs qu'on va pouvoir améliorer. Alors déjà, on va faire attention aux fautes d'orthographe, s'il vous plaît. Ensuite, on va se poser la question sur le contexte. Est-ce que je vais ou pas préciser le contexte? Bon, là, ça fait tâche. Je dis que je suis à Nantes en juillet 2018. C'est sûr que c'est pas très appréciable. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire ou pas de le préciser? En fait, ça va dépendre. D'une manière générale, si vous le précisez, c'est plutôt apprécié par le public. Si au contraire, j'avais mis que je suis à La Rochelle et qu'on est le 8, 7, je me suis perdu dans mes dates. 6 merci. Et qu'on est le 6 septembre, tout de suite, ça montre que j'ai travaillé mes slides et donc ça, c'est tout bête, mais ça fait un petit effet pour le public.
Le côté date, après, de temps en temps, il peut avoir un intérêt de rester aussi sur les slides en fonction de comment évoluent les technos. J'ai un super exemple par rapport à ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de conférencier, je donnais des confs sur Android, mais sur Android en 2009. Autant vous dire que les bonnes pratiques du développement Android en 2009, ça n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, il fallait surtout pas caster les objets, il fallait utiliser les objets pas génériques, tout ce qui était, tous ces trucs-là, il fallait pas le faire. Il fallait utiliser les boucles forts, les moins performantes, parce que du coup, elles étaient plus facilement compilables, etc. Enfin bref. En 2009, c'était des bonnes pratiques. Résultat, si quelqu'un aujourd'hui tombe sur mes slides où c'est écrit les bonnes pratiques du développement Android et qu'il n'y a pas la date, il va se dire que je suis un gros guignol en fait. Donc, on va éventuellement faire ça. Ce qu'on peut refaire, c'est simplement travailler quelque chose beaucoup plus light, éventuellement l'imager. Donc là, on va dire, bah voilà, je suis ici, très bien. On est, en effet, on voit bien le 6. Cette fois-ci, c'est bon. La date est bonne. Alors, en fait, je l'ai programmé, mais bon. Mais ça fait l'effet quand même. Ce slide-là, il me fait marrer parce que, en fait, à chaque fois, je comprends pas pourquoi on a besoin. Si, je sais pourquoi. Il y a le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez et qui nous dit « Hey, t'as besoin de te justifier face à ton auditoire. » Déjà, on va faire gaffe encore une fois de plus aux fautes d'orthographe, mais en vrai de vrai, on s'en fout. Je suis désolé, hein, c'est un peu... Vous n'êtes pas venu ici... Alors, soit vous êtes venu parce que vous me connaissez déjà, et donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin de me présenter. Soit vous êtes venu parce que le sujet vous intéressait, et donc en soi, mon parcours et mon curriculum vitae ne vous intéressent pas plus que ça. Éventuellement, 1 ou 2 contextes, 2 ou 3 informations vont vous intéresser, mais savoir que j'ai un bachelor, un diplôme, que j'ai tel certif ou quoi que ce soit, ça ne va pas vous intéresser. Donc, on va essayer de rester sur quelque chose d'assez factuel. C'est quoi les informations factuelles et qui vont être intéressantes quand on se présente ? Déjà, qui je suis. Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous l'avez compris maintenant, je m'appelle Jean-François Garot, en effet. Je vais vous donner une info qui peut être pertinente, c'est comment me contacter. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait ce matin sur mon talk jonglé, parce que j'avais pas de slide. Et c'est vrai que quelqu'un me dit à la fin, je ne sais pas comment me contacter. Là, justement, si vous avez envie de me pinguer, hop, vous regardez sur Twitter, X, voilà, je vous donne cette information. C'est moi qui choisis de vous donner comment vous me contactez. Je vais éventuellement préciser un contexte, ça va jouer en fonction de si vous êtes dans des contextes un peu plus professionnels. Typiquement, si je m'exprime face à des clients, le fait de mettre en avant un côté CTO front, ça va entre guillemets appuyer une certaine autorité, ce qui va donner un crédit, potentiellement plus, à mon discours. Face à vous, c'est pas que je veux pas vous impressionner ou quoi que ce soit, mais l'information sur mon rôle va pas changer la face du monde. Pour vous, ça va pas changer quelque chose, ça changera pas la crédibilité que vous allez donner à ma conférence. Et après, les informations que je vais faire figurer, donc Sphère et le logo de Google dessous, c'est lié en fait potentiellement à des remerciements que je vais faire. C'est le seul moment de la presse où je parle de ma boîte, parce que aujourd'hui je suis là, c'est eux qui me payent le trajet, c'est eux qui font que j'ai pas à poser de jour de congé pour être là. Donc la moindre des choses, c'est que je les cite. Mais c'est le seul moment où vous allez en entendre parler. Je suis pas en train de vous vendre la boîte, etc. En fait, d'une manière générale, c'est ce que je constate après toutes ces années de conférences, la marque va vivre à travers moi implicitement. Si j'ai fait une bonne conf, vous allez retenir qui je suis et du coup, indirectement, vous allez retenir la marque de ma boîte. Et c'est ça qui suffit en fait. On n'a pas besoin que je vous exprime tout le catalogue d'offres de services qu'on a. C'est pareil, vous n'êtes pas venu pour ça en fait. Le deuxième, du coup, c'est Google. C'est pareil, c'est parce que c'est lié au programme GDE, Google Developer Expert, dans lequel je suis. Et en effet, très souvent, il me paye mes trajets. Et donc, du coup, assez logiquement, la moindre des choses, c'est que je les remercie aussi. Donc, c'est pour ça que je le cite. Ça, c'est les seuls logos que vous verrez, en fait, quand je fais ma presse et au seul moment où je me présente. Ensuite, se pose souvent la question de est-ce que je dois mettre ou pas ce slide ? Est-ce que je dois le mettre ? Sur des presses courtes, je ne le mets qu'à la fin. Ça sert à rien, je vais direct à l'essentiel. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas venu pour moi, pour savoir qui je suis. Vous êtes venu pour un sujet. Donc attaquons directement le vif du sujet. Ça sert à rien de savoir qui je suis. Je vais le présenter à la fin. Au fait, si ça vous intéresse, c'est ce que j'ai dit. Voilà comment je m'appelle. Voilà comment vous pouvez me contacter.
Si au contraire on est sur quelque chose d'un peu plus long, ce qui est le cas ici, bah, là je vais le faire au début et je le referai à la fin. Comme ça vous aurez l'info si vous avez envie de tweeter, de faire des choses, etc. De dire ah tiens il a l'air intéressant ce garçon, et puis on va le noter. Et éventuellement à la fin un rappel. Ça fait sens pour vous? Ok. Alors, l'agenda. Il y a un deuxième micro? Est-ce que vous m'entendez mieux quand je parle là-dedans, c'est ça? Ok. Ouais. Alors, deuxième micro. On va changer. L'agenda, alors, pendant un temps, je le mettais, ça me rassurait. Et puis aussi parce que bah, c'est ce qu'on aime, c'est structuré, il y a des bullet points. Alors, en vrai, on se doute bien que si je faisais un vrai agenda, j'enlèverais titre, présentation du speaker, agenda. Hein, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Cependant, ce que je constate très régulièrement avec cette histoire d'agenda, c'est que ça génère cet effet-là. Alors je ne sais pas si c'est très lisible pour vous au fond. Au pire, je vais le paraphraser. Hein. Donc il y a notre petit bonhomme là, ici, à gauche, qui est très content, qui fait, moi, à 40 minutes, sur une conf de 50 minutes, je dis, ouais, c'est bon, j'ai bientôt fini. Et on voit la fin du talk. Et puis là, la personne qui est devant vous, elle dit, et nous venons de terminer le premier chapitre. En fait, en vrai, c'est peut-être normal de terminer le premier chapitre au bout de 40 minutes. Il y a peut-être que la fin du talk va se passer dans les 10 minutes qui restent. Ça, vous le savez pas. Ça, on ne sait pas comment gérer le speaker, la speakeuse. Et donc, en fait, mettre en place des agendas, mettre en place ce genre d'informations, des fils d'Ariane, ne peuvent que potentiellement générer du stress au sein de votre auditoire. Ça ne va pas amener une vraie information. Ce que je fais très souvent quand je fais des confs, je vais évoquer d'une manière générale, on va voir ça, 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 ça. Voilà, ok, très bien. Mais je ne vous donne pas le fait que ce soit des chapitres, je vous donne juste quelques informations. Et vous savez qu'on va l'évoquer. Vous ne savez pas quel est le poids de cette information au sein du talk. Résultat, vous n'êtes pas en train de développer une sorte d'impatience. Donc, d'une manière générale, l'agenda, je le remplace par rien du tout. Ma magnifique introduction. Alors, théoriquement, j'ai bien pris mon temps et vous avez eu le temps de tout lire et je ne vous ai pas apporté grand-chose de plus. C'est un truc typique. On aime, quand on partage au début, se dire « je veux donner toutes les informations ». C'est bien. Mais en fait, à l'instant T, qu'est-ce qui est vraiment valorisable? L'information qui va être à l'écran, la personne qui est en train de parler et les informations supplémentaires qu'on va donner. C'est ça qui va être pertinent. Ce que moi, je vais vous apporter en plus. Donc du coup, on va se forcer à réduire les informations. Si on veut, on prépare deux types de supports. Il y a ce qu'on va jouer à l'instant T et ce qu'on va restituer. D'une manière générale, moi, je considère que je donne une conférence pour les gens qui sont face à moi, pas pour les gens qui veulent voir ma rediff. Là, je le fais pour vous. Je ne suis pas en train de le faire pour les gens qui vont me dire « au fait, tu peux me partager le lien ?» Non. Moi, je fais en sorte de faire passer un message face à des gens qui sont soit en visio, mais en face de moi à l'instant T. Et donc, si je fais ce message-là, je dois faire en sorte d'aider la manière dont ils vont se concentrer. Donc, on va travailler des trucs. On va réduire le titre, on va réduire les différentes tailles de phrases. Par exemple, il y a une règle en typo, une règle d'une manière générale qui dit qu'il ne faut pas mettre plus de 7 mots par ligne. Parce que au-delà, on va commencer à lire plus, ça va être plus dur à suivre. Et après, le truc ultime qui est présent dans n'importe quel moteur de slide que vous avez, ça s'appelle l'affichage séquentiel. Donc là, typiquement, si je devais refaire mon slide d'intro, ce serait un truc du genre « Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir cette fois-ci en intro pourquoi nous devons nous intéresser ensemble à la problématique des nombres premiers. » Alors déjà, l'idée c'est de revenir ensemble sur l'importance de ces nombres premiers, comprendre un petit peu comment ils sont utilisés. Pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas, un nombre premier, c'est un nombre qui, donc, j'ai modifié la formule, donc n modulo n et n modulo 1, et uniquement pour ces cas-là, ça fait 0, 1 étant exclu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nombres premiers, on les utilise beaucoup en cryptographie, parce que du coup, ils sont durs à casser, à calculer, et donc c'est très utile justement pour des clés asymétriques, des choses comme ça. J'ai fait cette conf pour qui? Pour vous, cher public, qui êtes hyper curieux et avide d'informations sur les nombres premiers. Donc là, vous voyez bien, je vous ai refait la même intro, à quelques variantes près dans la façon de le dire, mais la façon de le vivre est complètement différente. Parce que du coup, je guide vachement plus la façon que j'ai de vous donner l'information.
Déjà, je vous donne que des bribes d'informations et je complète chacune de mes phrases. Résultat, je donne une vraie plus-value à ma parole. Et ce qui est plus intéressant pour vous, ça vous permet de rester concentré, du coup, justement, beaucoup plus facilement sur ce que je fais. Le mieux du mieux, parce que je sais qu'on aime bien les bullet points, c'est structuré et tout ça, mais le mieux du mieux, c'est de faire une idée égale un slide. Pourquoi c'est mieux ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, hein, mais pourquoi c'est mieux ? C'est pour plusieurs aspects. Déjà, ça permet de rester focus sur l'idée qu'on est en train de faire. Elle n'est pas diluée dans le slide avec différents points. Et aussi, si vous êtes en train d'utiliser des notes speakers, là par exemple, moi j'ai des notes ici là que je peux consulter pour ne pas oublier éventuellement des aspects. Et bien, en fait, plutôt que d'avoir plein de notes pour tous mes bullet points, je vais avoir les notes condensées ou plus, au contraire, potentiellement plus touffues, par rapport à mon idée, ce qui fait que je vais avoir des choses plus intéressantes, plus riches à dire pour chacun de mes slides. Et en plus, un truc que moi j'ai remarqué très souvent, c'est plus je vais faire ça, moins je vais être sûr d'oublier une idée. Parce que des fois, au sein d'un bullet point, avec le stress, le fait d'être face à du monde, on peut vite zapper une idée en fait. Et donc le fait d'avoir une idée égale un slide, l'idée est pop, quoi. Elle est là. On ne peut pas faire autre chose que de la traiter. Donc résultat, on pourrait avoir un truc du genre, ensemble, on va voir cette introduction et on va voir ensemble pourquoi. Donc pourquoi c'est important de revenir sur la problématique des nombres premiers. Pour rappel, un nombre premier, hein, c'est un nombre qui n modulo n et n modulo 1, c'est les deux seuls pour lesquels ça fait 0. Et en fait, c'est important parce que c'est utile en cryptographie. Et donc, du fait que ce soit utile en cryptographie, c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble, pour vous, cher public, qui êtes curieux, etc. Voilà. Je le refais de façon encore pareille, différente, mais potentiellement, je pourrais avoir des notes plus développées, etc. Le message reste encore une fois de plus le même. Cette fois-ci, je l'image aussi. Ça permet aussi potentiellement pour vous de vous projeter plus facilement sur ce que je veux vous amener comme idée. Ça va, c'est clair ? Ensuite, mes magnifiques stats. C'était bien mes schémas. Alors, le premier était très pertinent, le deuxième un peu moins. Chacun avait un objectif pédagogique. On ne peut rien dégager comme information. L'idée, c'est de se dire, ok, si je mets des choses, c'est bien de les contextualiser un peu plus. Typiquement, si je veux afficher des nombres premiers, très bien, mais je ne vais peut-être pas opter pour les 1000 premiers nombres premiers. Ça n'a pas de sens. Je vais opter pour quelque chose qui est plus visuel. Là, typiquement, ça, c'est la sélection des nombres premiers dans les 100 premiers chiffres. Bon, ok. Là, l'idée reste strictement la même. Est-ce que c'est intéressant ? Bon, c'est discutable, mais en tout cas, ce que je vais vous mettre en avant, c'est qu'une information, je réfléchis à sa mise en avant et sa lisibilité. Ça, c'est vachement plus lisible que le truc que je vous ai montré avant. Et concernant ce graphique, cette fois-ci, je lui donne un nom. Et je vais vous dire ce que c'est. Parce que tout à l'heure, vous ne saviez pas que c'était la loi de Benford. Et vous ne saviez pas non plus que c'était la fréquence relative d'apparition de la première décimale. Voilà, du coup, ça... Bon, pareil, on peut challenger la pertinence, mais en tout cas, c'est important quand on met des slides ou avec des graphiques, etc., on doit donner quand même quelques éléments de contexte à notre public pour que les personnes puissent comprendre ce qu'elles ont face à elles. Ça, c'est important. Donc voilà, ça déjà, c'est les premiers trucs. Ensuite, donc cette fameuse fausse notification, voilà. Il y a des fois des problèmes. On a quelque chose de vraiment complexe à montrer. Il se trouve que c'est vraiment le théorème de Wilson qui permet vraiment de connaître le énième nombre premier. C'est cool que ça existe. Cependant, c'est pas hyper simple à lire. Le problème, c'est que c'est la vraie formule. Et donc, j'ai envie de le montrer. Qu'est-ce que je vais faire, du coup ? Je vais appliquer la même stratégie que j'ai avec mes bullet points. Je vais faire de l'affichage séquentiel, mais sur mon théorème, du coup. Et je vais le décomposer de cette manière-là. Pour vous montrer et pour vous expliquer ce théorème, cette fois-ci, je vais retravailler mon image, je vais la découper, et on va reprendre bout par bout les parties que je vais pouvoir expliquer pour que vous puissiez suivre du coup plus facilement. Et en effet, si je me retrouve à l'expliquer en faisant cette cinématique-là, si j'ai besoin d'isoler des trucs, alors là, on voit que c'est très important. Donc, c'était bien la bonne formule, quand même, tout à l'heure. Et pour, à la fin, terminer sur l'équation mathématique au complet, parce que c'est la vraie équation. Le fait d'amener cet aspect séquentiel va donc éviter un effet qui, supposons que vous êtes tous des mathématiciens et mathématiciennes,
que vous regardiez ça et que vous essayez de comprendre et malheureusement vous êtes en train de buter sur mais au fait pourquoi il y a un factoriel là, j'ai pas compris. Et puis du coup vous êtes en train de rater les explications qui vous amèneraient à comprendre l'utilité de ce factoriel à cet endroit-là. Alors que si au contraire je l'amène de façon séquentielle, bah là vous allez beaucoup plus facilement le comprendre. Donc ça par exemple, c'est des décompositions qui sont simples à faire. On prend un petit éditeur de texte, un Paint, un GIMP, ce que vous voulez, en fait n'importe quel outil le fait, et puis on coupe, on fait plusieurs slides. J'ai pas fait d'animation, hein, j'ai autant de slides que j'ai de trucs. Je suis pas parti dans l'idée que j'allais me faire des trucs extraordinaires en termes d'animation, juste je fais dans l'efficace. De la même façon, ce slide-là, en fait, il a une vocation, il est un petit peu embêtant sur un aspect. Cette image-là, ce GIF, en fait, il est perturbant parce qu'il est court et il vous force à vous synchroniser. J'ai fait exprès, là, j'ai vu. Dès que je l'ai mis, tout le monde a... Hop, vous avez fixé ce GIF et du coup, pendant que vous êtes en train de fixer ce GIF, bah, finalement, vous ne m'écoutez pas. Ce qui est dommage, parce que si je suis en train d'expliquer un truc, du coup, vous ratez. Ou du moins, si vous essayez de vous concentrer sur mon explication, ça vous demande un effort supplémentaire. Et ça, c'est ça que je veux éviter. Donc, l'idée n'est pas de se dire que je suis contre les gifs. C'est très bien les gifs, c'est drôle, on peut se marrer, etc. Par contre, je vais me servir des gifs plutôt pour créer des moments de pause et les bannir sur les moments complexes. Si je veux vraiment expliquer le truc, ok, que je veux vraiment parler des nombres probables premiers, j'en parle, blablabla, les nombres premiers, enfin les nombres probables premiers, j'ai retravaillé pareil un petit peu le truc pour que ce soit un peu plus lisible. Ok, je fais mon explication, après je mets mon gif, voilà. Paf, petite pause visuelle et c'est bon. Parce que en fait, votre fonctionnement, le fonctionnement de n'importe qui, bah, il est comme ça. Une distraction, et ça y est, votre attention elle est cramée. Petite mise en situation hein, que je pense qu'on a toutes et tous vécu. Voilà, donc nous sommes le 23 février 2023. Je débarque à la gare de Nantes pour aller à Paris et je vois que mon train est voie 3, voiture 11, place 92. Donc j'ai vu à l'extérieur de la gare, donc je suis en train de marcher. Je marche. J'arrive voie 3. Je suis face au train et je suis... Merde, c'est quoi déjà ma voiture ? Ah oui, c'est vrai, c'est la voiture 11, place 92. Alors, je continue de marcher, j'arrive à la voiture 11, et là, je suis devant le wagon, et je fais, eh mince, c'est quoi déjà la place ? Est-ce que vous vous souvenez de la place ? 92, c'est bien, vous êtes concentrés, c'est parfait. Bah, sauf que moi, je ne l'étais pas, hein, je me suis fait distraire par tout ce qui s'est passé, en fait, dans le moment où j'étais en train de marcher, et j'avais oublié que c'était place 92. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'arrive régulièrement, maintenant, je m'entraîne, ce truc-là. Depuis que j'ai fait ce talk, je m'entraîne à essayer de mémoriser ces 3 informations. Mais en fait, en vrai, c'est normal qu'on les oublie, parce que justement, comme je vous disais, la distraction, en fait, les informations, notre cerveau, il est fait pour capter plein de choses, pour nous protéger, etc. Et il va être vite distrait. Donc, on va essayer justement de l'aider. Je vais mettre en avant aussi ça avec vous en faisant un petit jeu. Alors, le petit jeu, il va être très très simple. Je vais vous montrer des points à l'écran, vous allez les compter, et quand vous avez fini de les compter, vous levez la main. Ça va ? C'est clair ? C'est pas très compliqué, hein. Vous allez voir, vous allez vous en sortir. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, ok, allez. Premier jeu de points, c'est parti. Ok, c'est normal, on est entre 4 et 5 secondes de réaction, à peu près. Très bien, c'est bon, vous êtes prêts ? Attention. Ok. C'est bien, vous êtes un public normal. Vous êtes sur des temps de réaction plutôt normaux, donc on est sur à peu près un peu plus d'une seconde, là, cette fois-ci. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier ? Attention. Et là, c'est quasi instantané. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi la magie ? Au début, on me dit « Oui, mais c'est parce que tu nous as entraînés avant à repérer des points. » Non, parce que déjà, je les ai placés de façon différente dans le slide. En fait, il se trouve que notre cerveau humain, alors je ne sais pas d'où sort cette étude, un jour il faudrait que je cherche, tiens. En fait, globalement, on n'est pas capable, au-delà de 6 objets, de les repérer de façon instantanée. Là, il y en a 5, du coup. Et en effet, 5 points, ça, vous le voyez direct. Les chimpanzés peuvent voir beaucoup plus, etc. Nous, les humains, en moyenne, des humains, alors je veux pas dire normaux, c'est pas le bon terme. En tout cas,
la majorité des humains, au-delà de 6, on est obligé de réfléchir, et vous l'avez bien vu, tout de suite, dès que tout à l'heure j'avais mon slide avec 7 objets, vous avez mis un peu plus d'une seconde pour les compter. Donc, ce truc-là, c'est une distraction, et notre idée, c'est donc de faire en sorte qu'on aide notre public à gérer son focus. Ça va être ça, en fait, notre job principal en tant que speaker-speakeuse, c'est de gérer cette notion-là. Comment on va faire pour capter l'attention? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter de la distraction? Donc, on va connaître quelques règles, pas plus de 7 mots par ligne, pas plus de 6 objets à l'instant T, etc. Voire, on peut faire des trucs comme ça. Là, j'ai mis un slide noir. Vous n'avez rien de mieux à faire que de me regarder et de m'écouter. Donc là, je suis sûr que j'ai toute votre attention. C'est parfait. Par exemple, c'est très utile si j'ai besoin de faire une intro. Si j'ai besoin de poser un contexte, etc. Là, je sais que vous n'êtes pas distrait, en fait. Vous êtes en train d'écouter ce que je dis. Sachant qu'il y a un truc aussi sur lequel je dois jouer, c'est votre temps d'attention. De la même façon qu'on repère, on a du mal au-delà de 6 objets, on est obligé de réfléchir, on a une capacité d'attention de pas plus de 20 minutes, en règle générale, à un instant T. Au-delà de ce temps-là, il faut systématiquement amener des petites transitions, des petits trucs. Donc là, moi, j'ai réfléchi mon talk. Le début, il est fait pour être drôle, mais du coup, ça me fait gagner à peu près 10 minutes. Vu que je change après, hop, j'ai introduit une transition. Après, régulièrement, vous avez vu, je fais « ça va, vous suivez toujours ?» La fin « mince, il nous a parlé, il faut qu'on se réveille. » Donc, hop, du coup, là, je fais le petit jeu, etc. Bref, j'amène ces petits moments en fait, d'interaction avec vous pour être sûr, finalement, de réussir à vous garder le plus synchro avec moi le plus longtemps possible. Régulièrement, on amène ces petits moments-là. On évite la distraction. Et de cette manière-là, on va faire ça. Alors, il se trouve que on est dans une conf de dev, donc on a envie de montrer du code. Et vous avez vu, il était super, mon slide de code. Il compilait. J'étais très content de fournir une vraie classe Java. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de Java. Alors, il est peut-être un peu vieux, d'ailleurs, mon Java, mais c'est pas grave. Et en fait, de la même façon, il y a des choses où des fois, on se met des prérequis qui ne sont pas très intéressants. En vrai, quand on vient dans une conf de dev, est-ce que ça nous intéresse d'être en capacité de faire du copier-coller direct? Non, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre des concepts informatiques appliqués à du code. Donc, si des fois, il y a des 3 petits points qui traînent, des trucs comme ça, en fait, on s'en fout. Nous, on a besoin du contexte. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va cibler, du coup, la partie qui est intéressante. De la même façon, je ne vous disais pas plus de 7 mots par ligne. Il y a une stat qui dit qu'il faut éviter plus de 9 lignes de code par slide. En règle, c'est plus pour de la lisibilité, là. Au-delà, vous allez mettre en place des mécanismes en fait, qui vont scroller ou des choses comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, typiquement, parce qu'on suppose que je n'ai pas de super moteur de slide qui fait justement tout ça, donc j'ai dupliqué. J'ai plein de fois mon slide de code. Alors, quand vous faites ça, relisez bien votre code avant de le faire, parce que quand vous devez faire des modifs, c'est un peu chiant après. Mais du coup, si je devais vous expliquer, je cible du coup l'algorithme uniquement qui est intéressant. Et puis, à chaque slide, je rajoute un petit peu plus d'informations pour continuer de préciser. Résultat, je sais que je suis en capacité de vous garder avec moi. C'est la même problématique que tout à l'heure avec ma formule mathématique. C'est le même enjeu en fait. On l'applique de la même façon. Parce qu'on voit du code, on va tout lire. Et puis en fait, le problème c'est que, en effet, on est en train de bugger sur une des lignes. Et résultat, on est en train de rater toute l'explication qui va nous permettre de la comprendre. Donc, nous, on va anticiper ça pour notre public et donc on va l'accompagner là-dedans. Soit on le fait comme ça, et à la fin, on peut terminer sur l'algorithme complet, ou au contraire, on va utiliser, si notre moteur le permet, des trucs de syntaxe highlighting. Comme ça, on comprend précisément où doit se passer l'action, quelle est la zone qui est en cours d'explication. D'accord ? Ensuite, truc qui va être important dans toute conférence, c'est d'amener une conclusion. En fait, la conclusion, je me souviens d'une fois où j'avais postulé pour une conf qui s'appelle MixIT, qui est à Lyon. Et dans leur CFP, ils avaient une question que j'adorais, qui était « Résume-moi en une phrase ce avec quoi les gens ressortent de ta presse ». Et en fait, c'est une super question. Et c'est un peu ça que doit amener votre conclusion. Les deux aspects intéressants à comprendre là-dedans, c'est, je vous ai parlé de plusieurs trucs, je vous ai parlé d'attention, de choses, et je vous ai dit aussi,
on a du mal à se concentrer plus de 20 minutes. Donc vous imaginez bien qu'au fil de la présentation, de tout ce que j'ai dit, vous allez perdre plein d'éléments. Donc, la conclusion va être le moment sur lequel vous allez être en capacité de, avec votre auditoire, ok, ce qu'il fallait retenir, c'est ça. Et ça, c'est important, parce que du coup, en fait, à la base, vous faisiez cette conf pour une raison précise. Certes, vous aviez des trucs à partager, mais il y avait potentiellement un enjeu principal, des valeurs clés. Et ben c'est ça, en fait, que vous allez faire ressortir. Donc, résultat, aujourd'hui, à chaque fois que je démarre un deck ou un deck de slides, je me mets toujours une slide qui s'appelle « Pour conclure » ou je sais pas quoi, enfin bref, qui me permet de gérer ma conclusion. Typiquement, ça, c'est nul comme conclusion. Parce que, pareil, c'est trop à lire. Donc on va plutôt soit l'imager, soit avoir un mot, mais la conclusion sera plutôt dans mes notes. C'est là que ça va être intéressant. Typiquement, ça c'est « Nous sommes arrivés à terme ». Ouais, c'est l'image de l'arrivée en gare. Enfin bref. Ok. Ensuite, quand on veut partager. Alors si vous voulez vous amuser, c'est un vrai QR code, c'est une vraie URL. Si vous avez que ça à faire de taper cette URL. Si vous avez envie de faire interagir les gens, laissez-leur le temps. Je l'ai fait très vite, mais je sais pas vous, moi ça arrive énormément de fois. Oui, ça arrive énormément de fois que les gens ils affichent des QR codes. J'ai pas le temps de sortir mon téléphone qu'il a déjà passé au slide d'après. Je suis pourquoi tu l'as montré en fait. Enfin, donc, si vous voulez, prenez le temps dans ce cas-là, regardez un peu votre auditoire. Ah non, en fait, tout le monde n'a pas eu le temps de jouer avec le QR code, etc. Ou alors, timez pour que ça tienne. Si vous mettez des URL, mettez des short URL. Mettez pas des URL comme ça sert à rien. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est juste, je crois que j'ai écrit, je sais plus ce que j'ai mis dans le QR code. T'y as cru, franchement, ouais. Et puis, je sais plus, je crois que c'est une vraie question, mais bon, c'est... Bref. Oh non, l'URL est trop longue à taper. Et donc, du coup, au final, ce que j'ai tendance à faire très souvent, c'est j'ai tendance à garder un slide de fin dans lequel je mets soit justement les liens qui peuvent être intéressants sous forme de short URL, éventuellement un QR code, et le fait de mettre ça en slide de fin après ma conclusion, justement, ça laisse vachement plus le temps aux gens de tranquillement prendre l'information. Ah, merci, l'URL des slides, c'est là. Si je veux interagir avec toi, c'est là, etc. Pendant que je suis en train de prendre les questions. De cette manière-là, les gens qui veulent avoir l'information ont le temps d'avoir l'information. Et puis je remets du coup mes informations, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que soit on était dans un format 20 minutes, et dans ce cas-là, vous découvrez que je m'appelle Jean-François Garot, ou au contraire, ah oui, c'est vrai, c'était Jeff. Donc, en vraie conclusion de ce talk-ci, parce que du coup, j'essaye d'appliquer quand même mes conseils à moi-même. Ce que je voulais que vous reteniez sur cette conf, c'est que produire des slides intéressants, c'est pas compliqué. Il suffit juste de respecter quelques normes. Notamment, on va faire attention à l'attention de nos participants et participantes, et on va essayer d'éviter au maximum de créer de la distraction. On va pouvoir utiliser des trucs comme l'affichage séquentiel, des trucs, ça c'est important. Les notes speakers, vous pouvez vous en servir, ça c'est pas un souci. Et surtout, ayez en tête le 6 objets, comme ça vous guide un petit peu aussi dans la façon de les créer, et vous mettez pas la pression sur les slides. Ça c'est important, parce qu'en fait très souvent, quand on est en conférence comme ça, des fois on voit des gens qui nous font des slides de ouf et on se dit moi j'arriverai jamais à faire ça. Vous voyez, ce que je vous ai produit, c'est pas des slides de dingo. Pour autant, je pense que c'était suffisamment compréhensible pour que vous puissiez suivre cette conférence. Donc, sur ce, je vous remercie. Si vous voulez du coup récupérer les slides de cette conférence, vous pouvez les trouver ici. Je voulais quand même rendre crédit à Chet Haas, qui est un ingénieur de Google, parce qu'en fait, c'est lui qui avait eu l'idée originale. Il avait appelé ça Terrible Tech Talk. Et donc, je me suis inspiré très fortement de ce talk-là pour créer ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous inviterai, j'ai pas mis le QR code Voxrin, mais si vous avez envie de laisser votre feedback, vous pouvez utiliser l'appli directement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, j'anticipe une question.
Parce que très souvent, on me dit « Ah, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. » Il faut savoir que ça, c'est un contenu extrait d'une formation de 2 jours que je donne sur l'art de donner des conférences. Donc, en effet, il y a 150 000 aspects que je n'ai pas évoqués. J'ai décidé de faire beaucoup de compression, mais pour passer des messages principaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions quand même ou pas ? Et si vous êtes trop timide, vous avez le droit de venir me parler, je suis gentil, hein, vous en faites pas. Voilà. Ok, bah, parfait, merci à toutes et à tous.